Salut à tous, donc aujourd'hui on est avec un mentaliste, un humoriste qui gère une chaîne YouTube. Ils sont tous derrière moi, c'est ça? YouTubeur, tu fais tout un petit peu Fabien. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de mentaliste, un peu d'actualité, de journalisme, on va faire pas mal de choses. Avant de commencer un peu l'interview, est-ce qu'on peut faire un petit tour pour présenter juste brièvement ce que c'est le mentalisme? Ah oui, bien sûr. Alors, écoute, le mentalisme déjà à la base c'est une manière de comprendre les choses, une envie de comprendre les choses. Et ce que tu peux faire avec en termes de démonstration, c'est influencer des choix ou déduire ce que les gens pensent. On peut se faire un tout petit truc, on va le faire mentalement. Okay. Tu vas prendre une pièce dans ta tête, mentalement, et tu la mets soit dans ta main droite, soit dans ta main gauche, soit dans ta poche. Donc tu fais ce choix-là et tu me dis quand tu es prêt. Ok, je suis prêt. Okay. Et c'est un jeu sur le mensonge et la vérité. Okay. Donc je vais te demander de décider maintenant, sans me le dire, si tu vas me mentir ou me dire la vérité. Tu prends cette décision intérieurement, tu me dis quand tu es prêt. Ok. Je vais te poser une première question. Si tu mens, prends un temps avant de répondre. Si tu dis la vérité, prends un temps avant de répondre pour m'embrouiller quoi qu'il arrive. Première question. Est-ce que la pièce est dans tes mains? Oui. Et lui, il a fait la technique du... Oui. Ok, deuxième question. Tu, pour l'instant, gardes la même ligne de conduite. Ouais, ok. D'accord. Donc si tu mentais, tu mens. Si tu dis la vérité, tu m'as dit oui. Hein. Ouais. Moi, j'ai entendu non. Mais c'est pas grave, on va voir. Est-ce que la pièce est dans ta main gauche? Oui. Ok. Alors, je vais te faire un tout petit truc en plus, ce qui va me permettre de voir comment tu réagis. C'est dans ta tête. Si la pièce est dans ta main droite, tu la glisses dans ta poche. Donc, tu la prends mentalement de la main droite pour la mettre dans la poche. Et si elle est dans la poche, tu la mets dans ta main gauche, par exemple. Ok. Donc, dans ta tête, tu vas faire un déplacement mentalement ou pas. Ok. Et tu me dis quand tu es prêt. Ok. Je te dis quand je suis prêt, quand je l'ai fait? Ou quand tu n'as rien fait, mais en tout cas quand tu es prêt à continuer. Quand j'ai fait quelque chose. Ok. Là, c'est bon? Ok, c'est bon. Ok. Alors, j'ai une toute dernière question Ouais. pour connaître ton visage le plus sincèrement possible. Cette dernière question, c'est qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Ok, c'est bon. Parce que tu vas y mentir ou dire la vérité, tu vas quand même chercher l'information avant de décider. Okay. Du coup, si je remonte tout en arrière, je peux affirmer qu'actuellement la pièce est mentalement dans ta main gauche, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Bravo. Donc c'était ça le mentalisme, un petit avant-goût du mentalisme. Tu es un peu le Simon Baker français, même si tu dis dans le spectacle que depuis la série Mentaliste, on sait toujours pas ce que c'est. Oui, c'est ça, personne ne sait ce que c'est, on connaît le mot, mais comme en fait il n'y a pas une vraie définition légale, universelle de ce qu'est le mentalisme, il y a toujours un flou, parce qu'on ne sait jamais trop, parce qu'à chaque fois que tu vois un mentaliste, il a sa propre définition, et elle lui est très personnelle, donc il y a toujours un flou sur ce qu'est un mentaliste ou ce n'est pas un mentaliste. Brièvement, mais si tu l'as déjà un petit peu expliqué, on va juste revenir un petit peu sur le mentalisme. Toi, cette passion, elle vient d'où? Au tout début, depuis quand tu as cette affinité-là? En fait, la passion pour tout ce qui est cognitif, tout ce qui concerne le cerveau, la mémoire, le développement personnel, elle date de l'âge de 8 ans. En tout cas, moi, je la remonte à cet âge-là. Et après, le mot mentaliste, quand j'ai rencontré ce mot-là, je trouvais que c'est ce qui définissait le mieux tout ce qui me plaisait. C'est pour ça que je l'ai accolé derrière. Mais voilà, depuis l'âge de 8 ans, tout ça, ça me plaît bien. Et donc là, 400 000 abonnés sur YouTube, juste rapidement, au tout départ, l'an passé, la création de la chaîne YouTube, c'était pour te stimuler dans l'écriture de ce nouveau spectacle. Exactement. Ouais, je m'étais dit, qu'est-ce qui pourrait faire que tous les jours, je me force à écrire sur des thèmes donnés ou de chercher des nouveaux thèmes? Eh bien, écrire tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait que je tiendrai à écrire tous les jours? L'annoncer publiquement. Parce qu'après, j'ai un petit peu d'orgueil, tu vois. Ouais. Et je l'ai annoncé publiquement. Et je me suis dit, je vais faire ça sous forme de vidéo. Comme ça va aussi me rendre un peu plus à l'aise avec la caméra, ce qui n'était pas forcément le cas. Et puis, ça va m'apprendre un petit peu à monter, tout ça. Mais moi, je croyais qu'à l'époque, sur YouTube, je pensais que c'était une plateforme où tu mettais les vidéos pour les partager sur Facebook après. J'avais même pas la notion de communauté, de chaîne, tout ça. Et de base, ton premier métier, ton métier de base, c'est la scène. Donc je ne vais même pas te demander comment ont réagi un peu tes proches quand tu as décidé de te lancer sur YouTube, comme je le demande parfois aux autres, mais comment ils ont réagi quand tu as décidé je veux faire de la scène, je veux faire un spectacle, du one-man show, du stand-up, je vais en faire mon métier. Et c'est pas un peu compliqué? Non, mais en fait, j'ai eu 1000 vies professionnelles, je n'ai jamais demandé la vie. C'est toujours des choses qui sont des faits accomplis en fait. Donc en fait là par exemple YouTube c'est ma famille, je pense que c'est en milieu d'année ou en fin d'année qu'ils se sont rendus compte que j'avais fait une chaîne, tu vois, j'avais pas forcément parlé de ça. Pareil quand j'ai commencé à faire de la scène, avant la scène j'ai commencé à faire ça à l'étranger, donc je partais à l'étranger, je n'avais pas forcément dit ce que j'allais faire parce que je ne le sais pas toujours moi-même, je vais là où ça me porte, il n'y a pas de décision de allez, aujourd'hui je fais ça, tu vois, comme pour la chaîne. Je me suis jamais dit aujourd'hui je deviens youtubeur, ça n'a jamais été le truc quoi. Et tu avais peur par contre de la réaction des gens, pas non plus sur internet, parce que c'est vrai que sur internet c'est abstrait, là quand tu fais ton spectacle,
tu vois tout de suite la réaction des gens, Ouais. tu vois si ça plaît, si ça plaît pas, si ça fait rire, si ça fait pas rire. C'est un petit peu effrayant aussi, quoi, parce qu'on se dit des fois ça va pas passer. Ah, mais des fois ça passe pas en fait. Mais il faut s'en libérer tout de suite, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si tu te mets pas la pression d'être le génie absolu, eh ben, dans ces cas-là, tu es un peu Verino, il utilise un mot pour ça, inglorious, mais on est tous inglorious. Il y a des fois tu te prends les pieds dans le tapis, mais c'est pas grave. D'une, t'as pas à t'excuser, et de deux, c'est pas grave. Et ça peut être un moment drôle après. Et pareil, moi quand je rate quelque chose, c'est pas grave, quoi. C'est pas une science exacte. Et je viens pas pour prendre en fait. Ouais. Un minimum, parce que n'importe quelle personne sur scène a un problème d'ego, sinon elle serait pas sur scène. Pareil pour YouTube d'ailleurs. Mais je viens pas faire que prendre, je viens pas faire que donner non plus, parce que ça n'existe pas, mais je viens passer un moment de partage. Donc partant de là, s'il y a des couacs, ce sera jamais un couac dans le fait de partager quelque chose. Tu vois, ce sera un couac dans essayer de bluffer, essayer de faire rire, mais ça c'est pas grave. Tu arrives toujours un peu à retomber sur tes pattes. Justement, entre YouTube, ton spectacle, tes journées sont quand même forcément très chargées. Ça ressemble à quoi un peu une journée type de Fabien Olicard Oh, ben une journée type, je me lève tôt. Ouais. Je m'occupe de ma boîte, de ma société, dans un premier temps. Tu as toujours mis je suis à la fois le secrétaire, je suis le comptable, je suis tout. Quoi. Après, je fais la communication qu'il faut faire sur 2-3 détails. Après, j'écris un petit peu. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre. J'écris aussi un jeu en même temps. Une fois que ça s'est fait, je pense un petit peu aux prochaines vidéos. Je gratte un peu là-dessus. J'écris des trucs sur le nouveau spectacle, je passe après tous les coups de fil, les textos parce qu'il est 14h et les youtubeurs et les autres artistes se réveillent, tu vois, ils commencent à m'appeler. Je travaille un peu avec mon équipe et puis après le soir sur scène et après la scène en rentrant, en général là j'écris pas mal sur le livre mais j'ai des grosses phases d'écriture le soir et donc je me couche tard, donc je dors 4-5 heures par nuit. Ok, justement, le spectacle, c'est un one-man show de mentalisme. Le mentalisme, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est un intérêt dans la vie réelle? Est-ce que toi, tu t'en sers, par exemple, tu as des anecdotes dans ta vie réelle, tu t'es servi de ces compétences que tu as, que tu montes sur scène pour avoir la vie plus facile? On a vu sur scène que ça te permet de compter déjà plus rapidement, tu as une meilleure mémoire, ça peut aider dans la vie de tous les jours. En fait, j'ai pas d'anecdote particulière dans le sens où l'ensemble de ma vie est forcément plus simple. Quand tu développes ta mémoire, ta vie est forcément plus simple. Quand tu développes ta mémoire du chiffre, forcément, quand on me balance un numéro de téléphone en me le criant, j'ai pas peur de ne pas le retenir, quoi, tu vois, parce que t'as plein de petites facilités comme ça. Il y a juste, il y a un fantasme comme quoi je pourrais lire les gens en permanence, qui est complètement faux. C'est très facile de déduire des choses sur des choses très factuelles, genre pense à une pièce dans ta main, etc. machin. Bon, c'est du A, B ou C par exemple, tu vois, donc c'est assez simple. J'ai aucune implication individuelle, donc j'ai pas d'angoisse, donc c'est pas grave. Maintenant, si toi t'es ma meuf, déjà, j'ai bien changé. et surtout, si j'ai peur que tu m'aies trompé, par exemple, il y a déjà un biais de confirmation, un biais cognitif qui fait qu'entre mes angoisses, ce que j'ai peur, ce que j'aimerais, ce que je voudrais, et ben en fait, je vais voir ce que j'ai envie de voir à ce moment-là. Donc en fait, il faut pas que je tienne compte d'une quelconque compétence pour lire des choses qui me concernent. C'est ce que je disais, entre l'hypnose, le mentalisme, la magie, il y a un peu une mode de fond en ce moment. Mais toi, tu m'avais dit, tu penses plutôt que les gens sont intéressés de plus en plus par le cerveau et comment ça fonctionne. Exactement, je pense que c'est plus ça, le cerveau, le développement personnel, et que du coup, le mentalisme ou l'illusionnisme ou l'hypnose sont des conséquences positives de cet engouement. Mais on le voit, même les chaînes de vulgarisation, comment elles cartonnent aujourd'hui sur YouTube, quoi, tu vois, parce que c'est hyper intéressant. Des livres comme celui d'Idriss qui est sorti assez récemment sur les neurosciences, ça fait un carton mais auprès du grand public. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour le cerveau et pour la compréhension des choses et pour le mieux-être, mais en passant par le cérébral. Dans notre société actuelle, avec tout ce qui est téléphone, ordinateur, où on délègue un petit peu tout, toi tu dis qu'il faut un petit peu aussi retravailler sa mémoire. Justement, pour retravailler sa mémoire, toi ce que tu sous-entends aussi, c'est qu'il faut la défier en permanence. C'est ce que tu fais par exemple avec Pi, en apprenant de plus en plus. Tu travailles en permanence. C'est de la pâte à modeler le cerveau, donc en fait ça demande qu'à être travaillé, il est très très flexible en fait, tu vois. Donc tu peux te défier pour t'amuser, comme tu citais assez justement avec Pi. Et puis après ça devient un vrai jeu, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose d'agréable à faire, quoi, tu vois. Justement, toi en termes de mentalisme, tu connais sûrement pas tout, même si tu proposes un certain panel. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre ou approfondir dans ton champ de compétences que tu as déjà actuellement, des domaines que tu aimerais explorer ou encore des domaines que tu as commencé à effleurer mais que tu aimerais creuser un petit peu plus? Moi, en fait, tout m'intéresse. C'est un petit peu une éponge, et du coup, je suis bon dans certains domaines, assez peu. Je suis moyen dans énormément, par contre, tu vois. Je suis l'éternel moyen, tu vois. Mais même sur les instruments de musique. Tu vois, moi, je joue de la guitare, du piano, de la basse, de la percu, de la batterie et tout. Mais je joue moyen.
Ouais, c'est-à-dire que si tu connais rien, tu vas dire putain, le mec il est trop fort. Par contre, si tu sais jouer, tu te dis ah d'accord, ok, bon, il y a le niveau d'un mec qui n'est pas allé plus loin. J'ai un peu pareil dans plein de domaines. Par contre, ce que j'aimerais vraiment apprendre à faire, c'est apprendre à le lire sur les lèvres. Voilà, c'est un défi que j'ai envie de me donner. J'aimerais bien savoir faire ça. Et justement, en compétences, par contre, en comparaison, là, si je prends le contre-pied de cette question, qu'est-ce que tu maîtrises de mieux, toi, selon toi, voilà, dans ce que tu proposes sur scène ou dans tes vidéos, toi, selon toi, la chose que tu as le mieux maîtrisée dans le mentalisme? Écoute, je pense que c'est pas directement lié au mentalisme, mais je pense que j'ai un petit pouvoir de pédagogie. C'est-à-dire que si j'ai appris quelque chose, j'arrive à bien le retranscrire. Par contre, si c'est quelque chose qui est trop simple pour moi, il m'est impossible de le retranscrire. J'ai toujours été très bon en maths, par exemple, mais vraiment très bon. C'est pas que j'aime les maths, c'est pas que je les aime pas, c'est que je les comprends, tu vois. À une époque, j'ai essayé de donner des cours de maths, impossible, ça m'agaçait. C'est que personne ne comprenait pas les cours mécos. Mais voilà, là où je suis le meilleur, c'est dans la pédagogie, je crois, et sinon c'est dans tout ce qui est logique, mémoire, mais de trouver de la logique quelque chose. Je suis un peu une boîte à idées là-dessus. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu fais des suggestions, donc tu peux te tromper sur scène. Comment t'expliques aussi que certains ne sont pas forcément sensibles et c'est plus difficile de décrypter certaines personnes qui peuvent monter sur scène ou dans le public? Déjà dans le public, tu fais un repérage de ceux qui vont être un petit peu plus je choisis des profils. Des proies plus faciles ou peut-être des choses comme ça, mais comment t'expliques que certains... C'est un peu péjoratif des proies plus faciles, mais en fait, pour chaque type d'expérience, je sais quel est le profil qui va être le plus disposé à ça. Tu vois, c'est plus ça. Parce que comment ça se fait qu'on peut ne pas être disposé à une expérience justement? C'est quoi? C'est mental? C'est on a des blocages? Non, mais je vais te donner un exemple très simple. Imagine que j'ai besoin de quelqu'un pour faire quelque chose qui se laisse aller à jouer le jeu. Donc je vais avoir besoin de quelqu'un qui a la foi. Et avoir la foi, c'est juste se dire ah tiens, ça m'intéresse, c'est un peu rigolo, je vais faire comme il dit, on va voir ce qui se passe. Si à ce moment-là, je prends quelqu'un qui agit en contre, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit ah ouais, et si j'essaye de me fermer, qu'est-ce qui se passe? C'est pas méchant de sa part, c'est une réflexion tout à fait logique, mais c'est à moi de faire en sorte que pour l'expérience où j'ai besoin d'avoir plutôt un profil contre, plutôt un profil qui se laisse aller, etc. etc. Justement, avec le mentalisme, tu arrives un petit peu à décrypter les attitudes, décrypter le langage du corps. C'est un petit peu un profil qui fait penser à Sherlock Holmes. On voit souvent dans mon idole, dans les séries, dans les films qu'il y a eu tout récemment. Ça, c'est vraiment une qualité qui est très mise en avant d'un point de vue cinématographique. C'est un peu la même chose que tu fais toi sur scène. Mais il y a quand même un lien. Ah ouais, non, mais tu sais que ma société, elle s'appelle Sherlock Holmes, c'est pas pour rien. Sherlock Holmes, là, depuis 2009, il y a quand même eu 3 films, 2 séries, 2 jeux vidéo. Ces 7 choses sont des cartons. C'est pas pour rien quoi, mais à un tel point qu'il y en a qui pensent que ce personnage fictif a existé réellement, ce qui n'est pas le cas. Il est inspiré, mais il n'a pas existé du tout. Je suis même allé visiter le 221 bis Baker Street à Londres et tout, ils ont fait un musée et tout ça, c'est assez troublant. Mais oui, il représente tout à fait la logique, l'esprit déductif et l'esprit non pas supérieur, mais bien exploité. Parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que personne n'a un meilleur cerveau que personne, mais il y a juste une manière de l'exploiter, il y a des clés pour ça. Justement, toi sur YouTube, c'est un petit peu ce que tu dis aussi, tu es un peu moins drôle que sur scène, tu es pas dans la même logique, tu es plus dans un pédagogique. Ouais, c'est ça. C'est un peu entre guillemets à la mode aussi de vulgariser, de rendre les choses accessibles, c'est ce que tu essaies aussi de faire, d'expliquer un peu avec tes mots ce que tu fais de rendre accessible aux gens, non? La vulgarisation en ce moment, c'est un peu aussi intéressant. Je me suis pas mis en case vulgarisation, en fait je fais des vidéos et je crois que c'est les autres qui me disent ce que je fais. Parce que j'ai pas décidé d'être vulgarisateur ou d'être sketch, ce qui fait que des fois j'ai des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que je fais habituellement. Je peux faire un blog, un machin, un sketch. Je me pose pas la question encore une fois. Je me suis dit je vais faire des vidéos de moi, de ce que j'ai envie de proposer ce jour-là, et c'est le ton de la chaîne. Alors c'est vrai que comme je m'intéresse à plein de trucs, j'ai tendance à transmettre beaucoup, mais je me considère pas comme vulgarisateur puisque j'ai une limite par rapport à eux. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher des sources scientifiques, dans ce qu'on appelle des sources primaires, les journaux scientifiques, pour dire voilà, ça c'est comme ça et puis c'est tout. Moi, ma limite à chaque fois, c'est voilà, ça de mon expérience et de mes recherches personnelles, ça se passe comme ça. Mais je ne peux pas vous assurer que c'est la vérité scientifique qu'il y a derrière. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que tu es sur YouTube. Toi, quel regard tu jettes un petit peu sur ce nouveau média? Est-ce que pour toi, c'est encore un média qui a de l'avenir, qui va finir à un moment par un peu saouler, énerver les gens, qui aura un peu trop de choses? On va être un peu en surproduction et on va être surabondé de contenu. Écoute, moi déjà je croyais qu'il y avait énormément de chaînes, de grosses chaînes, etc. Quand j'ai passé le cap des 10 000 personnes qui me suivent, j'ai appris, source clé à l'appui, qu'en fait il n'y avait que 4 000 chaînes en France qui avaient passé les 10 000. Okay. Tu vois, il n'y en a que 2 000 qui ont passé les 25 000, il n'y en a que 1 000 qui ont passé les 50 000. Et tu vois,
après c'est un entonnoir. Donc ça veut dire que tout est à faire. Et le deuxième truc, c'est que à l'inverse, tous ceux qui pensent que YouTube va être éternel, ben non. En fait, je ne pense pas que YouTube soit éternel. Je pense qu'à l'époque, on croyait qu'AOL serait éternel, qu'on croyait que MySpace serait éternel, que MSN serait éternel, parce qu'on était dedans. Mais il y a aussi des questions de génération qui fait qu'un jour, YouTube, soit il aura changé de forme, soit ça marchera moins, soit ça n'existera plus. Mais ça ne peut pas être éternel. Rien ne l'est. Et c'est en ça que j'ai juste peur pour les très jeunes YouTubeurs qui cartonnent. Les YouTubeurs qui ont 16 ans, qui ont 500 000 abonnés. Tu vois, pas de repères en plus. Et qui se disent, bah, les études, du coup, pourquoi faire, etc. De toute manière, je serai youtubeur, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne le seras pas toute ta vie, quoi, tu vois. Donc non, ça n'existera pas toujours. Maintenant, je pense qu'on est bien parti pour 10, 15, 20 ans à ce que ce soit un bon format, une alternative télévisuelle jusqu'à temps qu'ils se rejoignent peut-être. Avec cette mode de YouTube, cette mode aussi, comme tu l'as dit, du cerveau qui intéresse les gens, est-ce que toi, au bout d'un moment, tu n'auras pas peur de lasser aussi, qu'il y ait quelque chose qu'on C'est pas grave, ça. Ça t'effraie pas? C'est-à-dire, ce que tu appelles une mode, j'appelle ça un engouement. Et ce qu'on peut appeler un engouement, c'est à la base une passion. Donc moi, mes passions ne changeront pas. Si aujourd'hui elles intéressent d'autres personnes, tant mieux. Mais si demain elles n'intéressent pas d'autres personnes, c'est pas grave, quoi. Tu vois ce que je veux dire quand j'ai commencé ma vie, c'était pas la mode, j'en vivais super bien et je le faisais avec passion. Si demain c'est moins à la mode, j'en vivrai bien et je le ferai encore avec passion. Ça ne rentrera pas en ligne de compte. Ok. Et justement, on parlait de YouTube, on parle un petit peu de médias puisque c'est le thème de la chaîne. Est-ce que toi tu t'informes beaucoup? Est-ce que tu t'informes tous les jours, régulièrement? Comment tu t'informes? Il y a des choses qui te marquent un peu actuellement? En fait, comme ça revient à la phrase d'avant, comme c'est une passion, de base ce sont mes lectures, c'est les vidéos que je regarde, c'est les reportages que je vais regarder, c'est les journaux que je vais lire, les bouquins que je vais acheter. Donc en fait, je suis mis à jour en permanence. Chose qui ne serait pas possible si c'était une passion, effectivement, ce serait tortueux de faire ça, quoi. Mais tu vois, hier soir, je regardais la conférence de la NASA qu'il y a eu en direct sur les exoplanètes, sur les 7 qu'ils ont trouvés, parce que je trouvais ça génial et passionnant. On peut se dire quel rapport avec le cerveau. En fait, tout, encore une fois, c'est une ouverture d'esprit, c'est encore plein de choses. Voilà, je me suis bouffé toute la conférence en entier, en traduisant en temps réel. Personne ne m'a obligé à le faire, quoi, tu vois, Et à part ça, un sujet qui t'intéresse, c'est-à-dire politique, culture, économie, tu es un peu ouvert à tout aussi? Tout m'intéresse, quoi. Et souvent tout ce que je comprends pas, quand je rencontre un truc que je comprends pas. Il y a 2 ans de ça, on parlait de la bourse pas mal à la télévision, etc. Et je me suis rendu compte que je comprenais pas en fait réellement ce que c'était la bourse et le système monétaire, quoi. J'ai acheté comme as de livres à la FNAC, mais vraiment, ça a commencé par la bourse pour les nuls avec d'autres trucs. Ouais. Et je suis revenu avec tout ça à la maison, je me suis plongé dedans durant 3 mois. Aujourd'hui, je sais ce que c'est la bourse, je comprends tout, comment ça marche, je comprends le système économique mondial dans son ensemble. Voilà, je suis content. Donc, tout peut m'intéresser à un temps donné. Tu as un lien aussi quand même avec les médias, ton spectacle un petit peu est médiatisé. On t'a vu en reportage sur France 2, tu as été aussi avec Koé à un moment. Comment tu les as vécues, c'est un petit peu ces expériences médiatiques, audiovisuelles? T'en tires du bon, du moins bon? Non, c'est cool, c'est super. Il y a des choses, en fait, il y a tout ce que vous avez vu et puis il y a aussi tout ce que j'ai refusé à côté. Ma seule limite, en fait, elle n'est pas dans la forme, elle est dans le fond. Je m'en fous en fait du média ou si c'est pas un média d'ailleurs, de jouer dans la rue ou d'aller à un prime sur TF1. C'est le même exercice. Ma seule limite, c'est est-ce que je viens y faire mon métier? Et donc mon métier, c'est soit de parler de quelque chose qui m'intéresse, soit de bluffer les gens et de les faire rire en même temps. Si j'ai pas 2 de ces éléments qui sont pas combinés ensemble, alors je le ferai pas. Je peux expliquer en faisant rire, je peux rire en bluffant, je peux expliquer en bluffant. Mais s'il n'y a pas ces 2-là, je le ferai pas. On m'a proposé des émissions qui sont plutôt connues et qui ont des forts impacts médiatiques où je ne venais pas faire ça. Donc j'ai dit non. Voilà. Et si je dis oui, forcément ça se passe bien puisque de base je sais que les conditions que j'aime faire, elles sont réunies. Mais la télé, toi, c'est un média qui te plaît, tu pourrais y retourner si le sujet c'est pas, c'est ce que tu dis, t'as pas envie de jouer quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas que ça me plaît ou pas la télé, je suis assez neutre là-dessus. Ce qui me plaît, c'est de faire mon métier en fait. Donc peu importe la forme, si demain il y a une émission qui m'appelle, comme ça arrivait encore récemment pour faire une chronique où je parle de ce que j'aime, ouais. Si on m'appelle pour venir faire des blagues ou courir dans un décor penché, je vais te dire non. Ouais, ok. Et justement, toute cette ambiguïté entre fond et forme, c'est aussi une critique qu'on peut faire sur les médias actuellement. Toi, tu es plutôt critique, sceptique, tu comprends aussi un petit peu ce mouvement de défiance qu'on a de plus en plus vis-à-vis du journalisme, des journalistes en général, et qu'on tente un peu de se réfugier ailleurs et de voir autre chose, qu'on privilégie même YouTube parfois plutôt que regarder la télé?
Ouais, en fait, c'est assez compliqué le rapport aux médias, parce que même moi, pour avoir été justement au JT de France 2, tu parlais de France 2, c'était pour le JT, j'ai vu à quel point la personne qui arrivait, la journaliste, avait son séquencier, son fantasme de reportage, et que je lui ai pas offert. Et ça a été une prise de tête, quoi, toute la journée, quoi. Je me dis, mais le reportage, c'est à la base la vérité. La vérité, c'était pas exactement ce que tu me proposais, tu vois. Donc je pense que c'est pas mal de s'intéresser à toute la presse indé quand même, et je comprends qu'on puisse être critique, mais c'est très difficile après de ne pas tomber dans les théories du complot et de trouver l'information sûre et non l'information show, quoi, tu vois. Et à partir du moment où on passe dans un média étant un show, mais même un journal papier, quoi, c'est forcément clickbait, il faut que le titre il soit intéressant pour qu'on ait envie de l'acheter et de lire la suite, quoi, tu vois. Et au final, un peu, est-ce que journalisme et mentalisme, ça se ressemble pas un petit peu, dans le sens où finalement le journaliste, il veut aussi un petit peu aiguiller les gens, tenter un petit peu de, voilà, pas de les manipuler, mais dans celle-là, de leur faire comprendre certaines choses. C'est un petit peu aussi ce que tu fais. Bien sûr, ouais. Il y a un peu ce lien aussi, non? Ouais, tu m'as à partir du moment où on a une étiquette de parole et qu'on s'adresse aux gens pour donner un avis ou donner des faits, on peut être sélectif dans les faits, et à partir de là, on est déjà dans de l'influence, qu'elle soit voulue ou pas d'ailleurs. D'où les biais cognitifs. On a même dit à une époque que les Guignols de l'info avaient fait gagner Chirac à sa première élection, mais c'est pas complètement faux, tu vois, et ils avaient transformé de la bonhomie, et ça a en tout cas participé. Et là, c'était du journalisme satirique, mais comme quoi tout levier peut servir d'influence. Et là, on a des hommes politiques maintenant sur YouTube, Florian Philippot, Jean-Luc Mélenchon. Je le mettrais dans l'autre sens quand même. Mélenchon est arrivé en premier. Exactement. Et Philippot a copié en faisant les garçons. Va pas comprendre quelque chose que je n'ai pas entendu. Mais dans le sens où même là, tu pourrais faire un featuring, parce que là, la politique, on est en plein dans la manipulation. Quoi. Tu pourrais faire un thème spécial manipulation sur la chaîne. Mais j'ai fait des vidéos d'ailleurs en prenant des images de politique. Oui. J'avais fait ça pour du non-verbal. Mais mais Mélenchon c'est génial. Peu importe ses idées politiques ou pas, ce qui est génial, c'est sa stratégie de communication, quoi. Le mec, il est arrivé sur YouTube, il fait un carton, je crois qu'il a 200 000 abonnés, il ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, donc avec aussi toute la maladresse qu'il a, c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que la chaîne de Philippot paraît ridicule, parce qu'elle est... tente d'assimiler des codes aussi. Oui, mais c'est pas assez assumé. Enfin, je veux dire, sa première vidéo, il boit une tasse de café vide où il y a le prix en dessous, tu vois, parce qu'il venait d'acheter pour faire la vidéo. Mais en tout cas, je trouve ça. Mélenchon me fascine dans sa communication, quoi, hein, que ce soit ce qu'il fait avec les jeunes, ce qu'il fait sur YouTube, ce qu'il fait avec l'hologramme, etc. Je trouve qu'il a tous ses idées codes. Et effectivement, il est la preuve qu'aujourd'hui, potentiellement, je serais même capable de faire un featuring avec un politique youtubeur. Ça pourrait être intéressant. Ça serait hyper intéressant. Et justement, on disait que tu avais plein de choses qui t'intéressaient, où tu t'informais, tu te renseignais. Est-ce que pour toi, un youtubeur a le droit, est-ce que tu serais capable de le faire, de prendre parti? On a les élections qui arrivent bientôt. Pas forcément de dire pour qui on peut aller voter, mais de dire faites la démarche peut-être d'aller voter. Est-ce que tu comprends est-ce qu'on doit le faire, ou est-ce que on n'a pas à se mêler de ce débat public-là? Alors, chacun est libre d'exprimer ses opinions. Après, il faut être très prudent quand tu as une petite liberté de parole et une petite communauté qui t'écoute. Moi, je pourrais le faire, mais en fait, ce serait contre-productif, parce que c'est un peu comme la spiritualité, je trouve ça assez personnel. Moi, il y a un truc qui me dérange énormément en politique, c'est que le vote blanc ne soit pas un parti politique. Et partant de là, je ne pourrais jamais aller vers quelqu'un, même pour qui j'ai des idées, etc. Parce que pour moi, la démocratie, elle s'arrête là, en fait, quoi. Tu vois, elle est cadrée, et du coup, c'est une démocratie relative, et voilà. J'ai des problèmes pour ça. On enlèverait beaucoup de légitimité aux gens si on comptait les abonnés. Par contre, si on est élu avec 50%, mais qu'il y a 40%. Ah ouais, complètement. Si ça devenait un vrai parti, qu'est-ce que tu fais s'il y a 60% de vote blanc, quoi? Et je pense que si le vote blanc était comptabilisé, les gens retourneraient aux urnes en masse. Ça fait vraiment partie d'un problème. C'est un peu trop facile de dire les gens qui ne vont pas voter, ils délaissent la politique, etc. Non, ils se sentent juste pas écoutés dans leur opinion, en fait. C'est terrible, quoi. Et juste là, pour clore cette petite parenthèse politique, toi tu loues un petit peu ce lieu, ce café-table qui est la Basse-Cour, où tu dis que c'est un vecteur de culture, c'est encore un lieu où on peut promouvoir la culture. Tu trouves qu'encore en France aujourd'hui on n'en fait pas assez pour la culture? Alors, disons qu'en fait, déjà la Basse-Cour, je le loue pas. C'est un partage de recettes, une co-réalisation. Donc ils prennent le risque et je prends le risque. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que ça remplit bien. Mais la première fois qu'ils m'ont programmé 2 ans et demi en arrière, c'était pareil, c'était un partage de recettes. Donc ils prennent les trains à leur charge, l'hôtel à leur charge, mais c'est comme ça pour beaucoup de cafés-théâtres, c'est pour ça que je le dis. Et ensuite, les recettes sont divisées en 2. Donc déjà, de base, ils sont un peu perdants dans le partage des recettes.
Et ils prennent ce risque-là, quoi. Et c'est génial parce que c'est pas subventionné. Là, c'est des bénévoles, des fois, c'est des privés. Un privé, c'est comme un bénévole, hein, c'est pareil, il prend le risque financièrement lui tout seul. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour ces lieux-là. Parce que la culture, on va te dire, il y a énormément de choses de faites en France. C'est vrai, on achète des belles statues sur des ronds-points, on met des migrants dans des films, mais la vraie culture, celle qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde quotidiennement et qui permet de décompresser pour acheter un billet qui coûte 15 balles, et bien celle-ci, elle est portée par des gens qui croient en ça et qui ramènent le spectacle vivant dans les villes, qui est un petit peu négligé. Moi, juste quand je disais louer, c'était pas louer dans le sens monétaire, c'était louer dans le sens félicité, louer le concept. Ah oui, bah, du coup c'est bien que je fais quand même... Il n'y a pas de souci. Justement, juste un moment, tu as dit tout à l'heure que tu aimais la pédagogie, ce côté pédagogique, et tu trouvais que c'était une de tes qualités, des choses que tu maîtrisais mieux. Tu ne serais pas capable de donner des cours, je ne sais pas, faire des initiations ou sensibiliser les gens au mentalisme, à tout ce que ça pourrait apporter d'un point de vue développement personnel Alors, non. Et c'est très important parce que il y aura d'autres personnes sur mon créneau. Et non, mais je me bats complètement contre ça. Si demain tu veux une formation sur la mémoire, j'en donne. Je fais des conférences. Un truc sur le non-verbal, pareil. Un truc sur l'influence, pareil. Sur des thèmes, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le mentalisme n'est pas un thème. Et comme j'ai ma propre définition du mentalisme, qui n'est pas celle de mon voisin, qui n'est pas celle de mon voisin, qui n'est pas celle de mon voisin, c'est comme ça qu'on voit des formations de mentalistes qui existent et qui t'apprennent le pouvoir paranormal. Et en fait, il n'a pas plus tort que moi dans sa définition. Sauf que bah, pour moi, on n'est pas loin du charlatan, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc jamais je donnerai un truc, l'école du mentalisme, tu vois. Je surferai jamais sur ce mot-là. Et mon livre d'ailleurs ne s'appellera pas Devenez mentaliste. Tu vois, il s'appellera Votre cerveau est extraordinaire, en fait, en réalité. Parce que voilà, c'est ça. Mais par contre, ouais, je donne des conférences ou des formations parfois, mais toujours en groupe, sur des domaines spécifiques déterminés à l'avance. Justement, pour conclure la vidéo, comme je disais, les projets pour cette année, tu en as dit un et que tu lis sur scène tous les soirs, c'est ce projet de livre. Il y a quoi d'autre qui peuvent arriver aussi tu as envie de travailler cette année d'un point de vue personnel, professionnel Pour ce premier semestre, non, l'année, un semestre. Semestre, ouais, c'est un demi-année. Pour ce premier semestre, j'ai décidé de refermer toutes les pages qui étaient ouvertes dans un premier temps. Donc je termine la tournée de rodage, je termine l'écriture du nouveau spectacle, je termine le livre qui sort le 18 mai, je termine un jeu qui va sortir en mois de septembre, mais que je vais terminer là en mars. Jeu plateau Un jeu apéro plus. D'accord, ouais, ok. J'ai aussi la suite d'un jeu très connu, on m'a contacté pour écrire une suite à ce jeu dans un autre univers, j'en suis ravi, je pense que ça va se faire, il faudra que je le finisse avant le mois de mai. Et puis, je continue toujours les vidéos. Donc déjà, je vais refermer toutes ces pages-là. Ouais, ce sera déjà pas mal. Et je ne rouvre rien tant qu'elles ne sont pas fermées. Donc j'ai des embryons d'idées pour la suite. Mais je me dis là, il est grand temps de faire tout ça pour qu'au 1er juillet, il n'y ait plus rien en cours et de prendre un petit peu de vacances et puis surtout de me relaisser aller à la stimulation de allez, sur quoi j'ai envie de partir là, tu vois. Justement, tu as ce projet de livre voilà, sur ce que tu proposes sur YouTube, sur tout ce qui fait voilà, le mentalisme, même si c'est encore très vague. Tu as lu beaucoup de livres de mentalisme, tu en parlais dans certaines vidéos, toutes tes influences, tes auteurs préférés. C'est un peu une belle symbolique de, à ton tour, écrire un livre sur cette thématique. Ça a dû te faire plaisir, quoi. C'est un truc. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans ma vie qui m'ont touché, mais avoir le livre qui sort dans les vraies librairies, les Fnac, les machins, que quand je vais me balader, il y sera. Je crois que ça, on atteint un truc un peu précieux pour moi, c'est-à-dire que même si j'en vends deux, je serais ému quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de consécration. J'ai fait des trucs super cool, mais vraiment super cool en termes de spectacle et tout. J'ai joué aussi à l'Olympia, j'ai fait plein de trucs tu vois, qui m'ont énormément touché. J'ai joué au point virgule. C'était le rêve de moi dans ma campagne rochelaise d'aller un jour au point virgule. C'est plein de trucs énormes. Mais le livre, il y a un truc. Quoi. Et justement, pour terminer un petit peu, tu es sur scène, tu es sur YouTube, les deux ça fait un peu plus qu'un, c'est indissociable, tu serais capable de délaisser l'un pour l'autre ou au final c'est un tout maintenant qui t'apporte un certain équilibre, ça t'épanouit aussi d'un point de vue personnel? Ouais, c'est ça, moi j'aime bien la diversité, hein. Je m'ennuie assez vite, donc il faut que je fasse des choses variées et ma seule limite c'est est-ce que ça m'amuse encore ou pas. Si un jour la scène m'amuse plus, j'arrêterai la scène, jusqu'à temps que j'en ai envie. Si YouTube m'amuse plus, j'arrêterai YouTube. Je ne me poserai pas une question de financier, de ceci, de cela. Je ferai une annonce, j'arrête YouTube pour telle et telle raison. Et c'est comme ça que j'ai arrêté pas mal d'activités dans ma vie en fait. Tant que ça m'amuse, je fais. Et là, j'ai la chance d'avoir deux choses qui sont très divertissantes et effectivement très complémentaires.
Au final, pour réussir un petit peu, que ce soit sur scène, sur YouTube, le conseil finalement qu'on ne peut pas donner à tout à chacun, c'est pas plutôt d'être original. C'est un petit peu ce que tu fais en étant sur un peu un créneau inoccupé, d'être soi-même, de développer, de parler de ses passions. C'est un peu ce qui peut aider à marcher, non? Alors, non, je crois pas. J'adore te contredire, hein. Mais en fait, c'est être soi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas fait du mandalisme parce qu'il n'y en avait pas. Oui. Tu vois, j'ai fait Non, on est d'accord. Oui, oui. Mais d'un point de vue général, si tu fais du gaming, si tu es intéressé par les vélos, par la mécanique, par les spectacles, par la culture, par l'arrière, peu importe, il y a un truc qui sera toujours original, c'est toi. Toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Donc si tu arrives à fédérer sur toi, au-delà de ce qui te passionne, eh ben, tu seras intéressant. Et c'est comme ça, un mec comme Amixem par exemple, aujourd'hui c'était une chaîne de gaming, mais il en fait plus tant que ça de gaming, tu vois. Mais pourquoi sa communauté est restée? Parce que c'est lui qui nous intéressait au-delà de ce qu'il proposait, de ce dont il parlait. Donc l'originalité, elle sera toujours toi. Donc si tu cherches pas à faire ce qui marche, mais ce qui te plaît vraiment, et ce qui te correspond vraiment, et ce qui te représente, eh ben, l'originalité, elle sera là direct. Il y a un mec que j'ai découvert il y a pas longtemps, il est archi connu, je ne connaissais pas, il s'appelle In The Kitchen. Ouais. Il me fait délirer. C'est mon fan de la semaine, je suis fan de lui cette semaine, tu vois, parce que il fait rien de plus original que quelqu'un d'autre, mais putain, il est tellement sympathique, il est tellement vrai, qu'en fait j'ai accroché direct à lui et je regarde toutes ses vidéos. Et justement, c'est ce qu'on disait un petit peu au tout début aussi, quand YouTube, pour que ça marche, ou même sur scène, il faut qu'on fédère autour de soi, sa personnalité. C'est là où finalement, c'est vrai que ça flatte un peu l'ego aussi. C'est une question d'ego, YouTube, la scène, des choses comme ça. Alors c'est pas une question d'ego, mais il y a forcément un petit délire d'ego derrière, parce que sinon tu t'exposes pas, quoi. C'est pas vrai, tu peux pas t'exposer s'il n'y a pas un petit problème non réglé quelque part, tu vois. Mais ce n'est pas uniquement lié à l'ego. Après, il y a aussi l'envie de créer, l'envie de produire des choses, produire du contenu. Ça, c'est primordial aussi, quoi. Si tu es stimulé en créativité et que tu produis beaucoup, c'est encore plus stimulant et c'est un espèce de cercle vertueux qui se met en place. Ok, bah écoute, dernier petit truc pour conclure cette interview. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil, un truc dans la vie de tous les jours, de par ton expérience, de par ton background, de tout ce mentalisme, de toutes ces techniques, de toutes ces compétences-là, qui pourrait servir à n'importe qui débarque, là, qui pourrait lui servir dans sa vie pour être plus... Ouais. J'ai un truc, j'ai des conseils Toltec à vous donner. Conseil Toltec. Ouais. 4. Avoir toujours une parole impeccable. Toujours. C'est-à-dire que si tu dis du mal de quelqu'un, c'est comme si tu buvais du poison en espérant que ça lui fasse du mal à lui. Okay. Donc, avoir une parole impeccable. Ne jamais faire de suppositions. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la tête de l'autre. Donc tes intuitions, il faut pacifier. Ne pas faire de suppositions. Ne suppose rien. Et ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que si tu me dis que je suis un gros con, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est toi qui as un problème qui fait dire ça, et c'est toi qui as un problème à régler. Tu vois. Alors si tu me dis, j'aime pas ça chez toi personnellement, j'en ferai pas une affaire personnelle, mais je pourrais t'écouter un peu plus déjà. Tu vois. Donc ne jamais en faire une affaire personnelle et toujours faire de son mieux. Si tu suis ces 4 règles, je te jure que tu es plus heureux. Ok, super. Bah, écoute, merci Fabien. On va remettre un petit peu sa chaîne par ici. N'hésitez pas à aller le voir. Moi, je suis allé le voir la semaine dernière. Spectacle super drôle, c'est super bien passé, on a vu l'article, je t'ai partagé l'article. Oui, c'est super spectacle. C'est très bien ces articles. Il s'est marré durant 1h30, donc n'hésitez pas, c'est complet de plus en plus partout. Donc faites-vous plaisir. Merci, beaucoup. ciao. Ciao.